Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo, pour vous parler de riz, de relations énergétiques et de développement culturel des sociétés humaines et des relations qu'elles peuvent nouer entre elles qui vont générer leur développement culturel et technique. Et je vais surtout vous parler du riz d'Afrique et du riz d'Asie et vous expliquer que si deux végétaux sont découverts par les hommes, ces végétaux ne sont pas forcément utilisés de la même façon et ne vont pas générer chez les peuples qui les utilisent, qui les cultivent, des civilisations identiques. Alors, je fais cette vidéo parce que c'est une vidéo qui innove au niveau de la sociologie, au niveau de l'évolution humaine, parce que sur mes réseaux sociaux, en particulier sur mon Facebook, j'ai eu un garçon très intelligent, très intéressant, très observateur, qui m'a envoyé un message en me disant « Écoutez, monsieur Delavier, vous avez fait une vidéo en expliquant que le riz était à la base de l'esprit communautaire asiatique. Je ne pense pas que ce soit la seule cause de cet esprit communautaire qu'il y a en Asie, car en Afrique, il y a aussi du riz et il n'a pas généré la même façon de vivre son communautarisme et le même développement technologique. C'est-à-dire, c'était même esprit de construction qui unit les hommes asiatiques. Alors son observation était bonne, mais ce que nous appelons riz, effectivement, ce sont des végétaux de la même espèce, mais le riz asiatique et le riz africain ne poussent pas sous le même climat et ont donc généré des particularités qui leur sont propres, et des modes de développement qui leur sont propres et qui sont adaptés à deux climats qui sont différents. Le riz asiatique est un riz qui pousse dans le sud du continent asiatique, mais qui pousse bien là-bas, mais qui peut être cultivé, qui a 2 fois dans l'année. Donc il va être planté, cultivé et ressemé, utilisé 2 fois dans l'année. Donc, il a un rendement beaucoup plus important que le riz africain, qui est un riz qui ne peut être cultivé qu'une fois dans l'année, puisqu'il a une période de ralentissement dans sa croissance qui correspond à la saison sèche en Afrique équatoriale. Évidemment, l'Afrique équatoriale reste baignée de chaleur et d'humidité, mais elle a une saison sèche, une saison humide et une saison sèche très marquée, qui ne veut pas dire un assèchement total. Les végétaux restent là, ce n'est pas une mort de la nature, mais il y a une saison plus sèche et une saison plus humide. Alors que en Asie, il y a la saison des moussons, ce n'est pas le même climat, c'est plus haut, c'est plus haut dans le nord, c'est moins équatorial. C'est un climat humide aussi, peut-être moins chaud, et avec une saison plus froide, mais qui reste tout de même humide, ce qui permet d'avoir à peu près 2 récoltes par an, alors qu'en Afrique, on ne peut en faire qu'une. Ce qui fait que la civilisation chinoise, asiatique, s'est en partie adaptée, c'est en partie calquée au rythme du riz, et s'est faite sur le riz, puisqu'elle pouvait tirer un maximum de calories et d'énergie de ce végétal pour pouvoir croître et multiplier les individus qui composaient cette civilisation. Donc la civilisation s'est étendue, le nombre d'individus en Asie s'est développé énormément, puisque la culture du riz produisait énormément de calories, puisqu'elle était biannuelle, et surtout donnait plus de production que le riz africain. Donc il faut faire attention, riz et riz ne veut pas dire 2 végétaux complètement
identiques, ils n'ont pas le même rythme de croissance et pas la même production. Donc les Africains ne peuvent pas baser une civilisation et une culture sur le riz, puisqu'il ne produira pas assez d'énergie pour nourrir tout le peuple. Donc ils sont obligés de varier leur production et d'adapter leur production en fonction des plantes qui vont trouver au cours de l'année. Donc impossible de baser une civilisation sur le riz, donc un travail commun des individus, puisque la Chine, l'Asie, plutôt l'Asie du Sud, et après la Chine, s'est basée sur le riz et a généré un espèce de communautarisme qui était généré par cette culture du riz extrêmement méticuleuse et qui demande, avant d'utiliser sa parcelle propre, donc la parcelle familiale, un travail commun de tous les individus pour pouvoir créer tous les réseaux d'irrigation irriguant toutes les parcelles individuelles. Donc c'est pour ça qu'en Asie, c'est une des raisons, bien sûr, n'est pas la seule, mais c'est une raison fondamentale, c'est des pays qui sont communautaires et qui font passer l'individu après la communauté, puisque le travail communautaire d'irrigation est le travail fondamental à la survie de l'individu qui après travaillera seul sa parcelle. L'Afrique est un monde encore plus riche que l'Asie, puisqu'il est encore plus équatorial, qui produit énormément d'énergie, parce qu'il est humide, il reçoit une lumière plus importante, puisqu'il est plus équatorial encore, donc une croissance des végétaux de façon abondante au niveau équatorial, et les hommes qui habitent n'ont pas intérêt à générer une culture technologique importante pour pouvoir mater, pour pouvoir diriger, pouvoir dominer cette nature afin d'en tirer un maximum d'énergie, puisque la nature elle-même donne son énergie sans avoir besoin d'être dominée, puisque le climat équatorial africain est tellement riche qu'il suffit, comme je dis tout le temps, de lever la main pour ramasser une banane, de se baisser pour attraper une pintade ou un igname. Alors je parle bien sûr des zones équatoriales, humides. Quand on remonte au nord, ça devient plus dur et les zones sahéliennes sont bien sûr moins peuplées et un peu plus rudes. Mais quand on passe au plus à l'ouest, avec le Sénégal, on peut voir des fleuves qui traversent et qui sont très riches aussi, qui permettent très poissonneux, qui permettent l'agriculture aussi, avec les irrigations, qui permettent tout de même de faire vivre beaucoup d'individus dans des zones relativement sèches. Mais pas de culture technologique du riz. Évidemment, un communautarisme tribal, mais pas un communautarisme technologique, comme on peut le voir en Asie du Sud, où on est obligé de faire 2 récoltes par an pour pouvoir nourrir tout le monde. On finit par même manger moins de viande et on ne va pas diversifier ses sources énergétiques. On va avoir des flux, on va avoir du tout, mais c'est vraiment le riz qui est la base, alors qu'en Afrique, non, on ne va pas baser une culture sur la technologie de la culture du riz. On ne peut pas en Afrique, on peut le faire en Asie. Alors, ce qui diffère aussi énormément entre l'Afrique et l'Asie, même si on parle de l'Asie du Sud, qui est extrêmement riche, presque aussi riche grâce à ses moussons et à son climat relativement chaud et humide, ce qui diffère principalement entre l'Afrique et l'Asie, c'est que l'Afrique, elle, est isolée, l'Afrique tropicale, est isolée dans un milieu tropical humide ou relativement chaud, isolée des peuples du Nord qui se sont développés avec cette angoisse de l'hiver et cette mentalité de calculateur gestionnaire pour affronter cette mort hivernale de la nature
en stockant et en accumulant, en devenant technologique, pour pouvoir justement survivre à l'hiver par un travail intense pendant la bonne saison et une accumulation intense pendant la bonne saison pour pouvoir survivre à cet hiver. Donc on voit que l'Afrique est complètement, l'Afrique équatoriale humide, est complètement séparée du nord, des peuples du nord par un désert, le Sahara, qui est quasiment impossible à passer et qui demande beaucoup d'énergie à passer. Donc les seules personnes qui passaient ce désert, c'était certains marchands arabes au début, qui trafiquaient, qui échangeaient des denrées, mais en petite quantité, parce que le passage du désert ne permet pas d'emporter beaucoup de choses et des choses lourdes. Il y a peu d'énergie dans le désert. On ne peut y échanger, y rapporter que des choses qu'on pourra revendre extrêmement cher, qui ne prendront pas beaucoup de place au nord ou au nord-est ou en Orient, en allant en Afrique. Donc on va rapporter des choses de valeur, des pierreries, des peaux de bêtes, des épices, mais on ne pourra pas ramener de l'énergie en quantité, des végétaux à consommer, mais plutôt des objets de luxe et de valeur qui permettront aux marchands de rentabiliser ces traversées de zones extrêmement désertiques. Donc il n'y a pas réellement d'échange énergétique entre l'Afrique équatoriale, le Moyen-Orient et le Nord, donc l'Europe, qui aurait pu échanger des technologies et l'esprit inventif, l'esprit gestionnaire et l'esprit technologique de l'Européen qui aurait pu le passer depuis des centaines d'années, peut-être des millénaires, au sud, en Afrique équatoriale, mais il y avait cette barrière du désert. Alors qu'en Asie, les zones froides, où les hommes avec cet esprit ingénieux, cet esprit angoissé de l'hiver, cet esprit calculateur et gestionnaire, sont directement en rapport avec les hommes du Sud, qui sont des hommes qui n'ont pas à se poser la question de l'avenir et de la mort de la nature, mais qui ont cette culture du riz permettant de nourrir beaucoup de gens. Et c'est ainsi que des commerçants peuvent, à pied ou en utilisant les fleuves qui traversent l'Asie, aller du nord au sud, échanger pour le nord des produits du nord et l'esprit calculateur et inventeur du nord, échanger cela avec de l'énergie, comme le riz en grande quantité, qui peut remonter plus au nord et nourrir des civilisations avec ça. Alors, avec ce végétal extrêmement calorique. Donc on voit qu'il y a possibilité d'aller du nord au sud, des zones chaudes et humides aux zones froides et même parfois neigeuses, l'hiver. Le climat de l'Asie n'est pas le climat de l'Europe, mais c'est un climat qui est relativement froid l'hiver, l'Asie du Nord en tout cas, et plus tempéré l'été avec une saison de mousson, et après relativement sèche, au nord je parle, et en descendant en Asie, on a un climat beaucoup plus humide, moins chaud et moins humide, on va dire, que l'Afrique équatoriale pendant sa grande saison de pluie, mais qui reste quand même productif de riz, avec quand même 2 saisons possibles, parce que le climat est moins chaud et ne grille pas les végétaux et permet au riz de pouvoir pousser. Donc on voit des échanges culturels et des échanges énergétiques entre le nord et le sud de l'Asie, les zones froides et les zones chaudes humides, alors que l'Afrique est bloquée dans sa zone tropicale humide, ne pouvant accueillir la pensée gestionnaire et calculatrice de l'homme du Nord, et ne pouvant échanger son énergie contre des technologies, des inventions, même des produits qui viendraient du Nord. Donc l'Afrique n'a pas pu se développer technologiquement comme l'Asie
du Sud, qui avait quand même de grandes villes et un développement culturel qui était lié en fin de compte à la possibilité du déplacement des individus par terre ou du déplacement des individus par les fleuves. Il faut voir que le fleuve Mékong traverse l'Asie du nord, du sud au nord, donc on peut le remonter et le redescendre, mais il n'est pas loin du fleuve Yangtze, et il suffit de passer du Mékong au Yangtze pour à ce moment-là traverser toute la Chine. Donc on voit qu'il y a des possibilités de se déplacer en tant que commerçant qui va ramener des produits, c'est l'échange énergétique entre les hommes, mais aussi ramener des idées, les peuples s'enrichissant les uns des autres de leur culture et de leur façon de vivre. L'Afrique, elle, est restée coincée dans un milieu équatorial qui n'avait pas besoin d'être technologique et qui n'avait pas besoin de prévoir l'avenir, puisque l'Afrique équatoriale est une zone où la nature pourvoit à la survie des individus et on n'a pas besoin de calculer l'avenir, on n'a pas besoin d'engranger, de stocker. La nature est là et donne. L'important étant de vivre au jour le jour sa relation aux autres dans un milieu extrêmement communautaire, comme l'Asie qui est très communautaire, mais dans un milieu communautaire qui n'est pas technologique. L'Afrique n'a pas pu se développer technologiquement, tout simplement parce qu'elle n'était pas en rapport avec des peuples gestionnaires et technologiques du Nord, qui étaient gestionnaires et technologiques, pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce que le milieu les oblige à être gestionnaires et technologiques pour affronter une mort cyclique de la nature, pour affronter l'hiver. Donc l'Européen n'a pas pu ramener dans un premier temps sa technologie, les connaissances de son milieu en Afrique, et l'Afrique n'a pas pu ramener ses connaissances, ses produits, parce que c'est extrêmement riche, sa philosophie. Il y a eu séparation des cultures totale et développement de l'Afrique dans un coin et de l'Europe de l'autre, tandis que l'Asie du Sud et l'Asie du Nord étaient toujours en rapport par ce continuum terrestre et ce continuum de fleuves, donc de grandes autoroutes d'eau qui permettaient aux marchands de monter et d'échanger des nourritures entre le Nord et le Sud et d'importer des façons de penser du Nord au Sud et même des façons de penser du Sud au Nord. Donc nous avons un développement culturel et technologique plus important en Asie du Sud, qui est un climat relativement humide et chaud, alors que l'Afrique, elle, qui a un climat un peu similaire, mais pas totalement, comme nous l'avons vu, le riz d'Afrique ne produit qu'une fois, alors que le riz d'Asie produit 2 fois. Donc, pas possibilité d'avoir cet échange culturel permettant une accélération des développements technologiques du peuple africain. Donc, je pourrais parler aussi de l'histoire des aborigènes. Les aborigènes se sont retrouvés dans des zones isolées complètement, avec un climat qui a varié bien sûr, mais cet isolement insulaire, les aborigènes d'Australie, ne leur permettait pas de faire des bons technologiques qui auraient été donnés par la mise en rapport de peuples confrontés à d'autres milieux, d'autres façons de penser et d'autres technologies. Donc, la gestion, c'est les peuples du Nord, alors que l'Afrique n'est pas dans la gestion. On voit une façon de vivre complètement différente. Voilà, petite vidéo pour vous parler d'évolution, pour vous parler de riz, pour vous parler de sociologie, pour parler d'état d'esprit, pour vous dire que les hommes s'enrichissent, les cultures, les hommes, les groupes humains
s'enrichissent les uns des autres, mais un groupe humain isolé, dans un climat homogène, ne pourra pas bénéficier des apports technologiques d'autres groupes humains vivant dans des climats différents et ayant dû chercher d'autres solutions pour survivre, solutions qui ont généré des technologies qui auraient pu être importées dans d'autres zones. Donc voilà, c'est l'humanité. Maintenant, tout s'échange, tout le monde peut s'enrichir de la culture de l'autre. On a la globale planète, nous pouvons aller d'un point à un autre du globe si on le veut. Par Internet, nous échangeons du savoir et on se retrouve devant une homogénéisation culturelle de la Terre et ce qui génère aussi un développement important technologique des pays qui n'étaient pas technologiques, ce que les Occidentaux appelaient sous-développés, ce qui n'était pas du tout du sous-développement, mais on va dire du sous-développement technologique qui était essentiellement lié au climat du Nord qui ont généré justement ces développements technologiques. Alors il n'y a pas que la raison que le climat vient du Nord, il y a aussi le fait que, comme je l'ai mis dans d'autres vidéos, le fait d'avoir plusieurs langues, comme en Europe, génère des peuples qui ne se mélangent pas, génère des conflits caloriques, énergétiques, entre des peuples qui restent isolés par leur langue, les langues étant en vérité un isolement, créant de l'isolement génétique, et ces peuples se faisant la guerre mutuellement pour l'énergie. Ces guerres, ce manque d'unité dû à ce nombre de langues importantes en Europe, générant des progrès technologiques qui ont ensuite permis à l'humanité dans son ensemble actuellement de profiter du bond technologique donné par l'Occident. L'Asie, comme je l'ai dit, la Chine par exemple, a été très vite unifiée par l'écriture logographique, et non, c'est donc une écriture dont les symboles représentent c'est-à-dire que logographique, le symbole en lui-même ayant une signification et non l'écriture comme une écriture sonographique occidentale où c'est des lettres qui représentent des sons et non des significations, et c'est ces sons en eux-mêmes qui, mis les uns à côté des autres, ont des significations. Donc ce sont ces lettres qui génèrent une écriture sonographique, une écriture qui n'est pas une écriture de symboles. En Asie, l'empereur a décidé à un certain moment d'imposer cette écriture logographique qui n'était pas une écriture sonographique et qui permettait de se jouer des langues différentes en ayant une écriture commune où les symboles avaient le même sens bien que la langue soit différente. Ce qui a permis d'avoir les écoles de mandarin, ce qui a permis d'unifier encore plus l'Asie, d'unifier le Nord et le Sud, grâce à cette grande culture de fonctionnaires basée sur l'apprentissage de cette langue extrêmement complexe, cette langue sonographique, les idéogrammes, qui se jouaient des langues différentes grâce aux érudits qui savaient écrire, et l'écriture chinoise peut être comprise par tous les habitants de l'Asie, de la Chine, à partir, et même s'ils ont des dialectes différents, à partir du moment où ils ont appris la signification de ces idéogrammes. Ce que l'on n'a pas en Europe, l'Europe étant des peuples avec des langues différentes et ces alphabets phonétiques
qui génèrent en vérité des conflits et des guerres, mais aussi beaucoup d'inventions. Voilà, petite vidéo pour vous parler du riz et pour expliquer que le riz d'Afrique, le riz d'Asie n'est pas le même et que le développement des peuples se fait en fonction de leur milieu, le sud et le nord de l'Asie étant reliés par la terre et par les fleuves et permettant au sud de bénéficier de la technologie du nord et au nord de bénéficier des apports caloriques énormes donnés par le riz du sud, mais aussi par les technologies et les savoirs du sud. Voilà, petite vidéo qui j'espère vous aura fait un peu progresser intellectuellement, vous aura fait comprendre le monde qui est merveilleux dans sa diversité. Paix sur terre, des fois je suis un peu fatigué, mais je pense qu'il est bon de faire des vidéos faites pour l'éveil des hommes, l'amour et la paix. C'était Fred Delavier, à bientôt.